Il faut préférer les cœurs fermés et incommodes aux âmes faciles et sans ressort. Charles de Gaulle. Difficile de trouver une phrase plus gaulienne. J'imagine qu'il y a un contexte, je n'ai pas la date exacte de la phrase, mais c'est exactement ce qu'on a envie d'entendre quand un pays a besoin de se redresser. Ce qui est le cas de la France aujourd'hui. Merci Hubert Védrine d'avoir été à la fois très... Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes assez laconique, les cœurs fermes et incommodes, quand même c'est intéressant. Oui, ça veut dire que les cœurs fermes, c'est les caractères. Donc ils ne sont pas commodes, ils ne sont pas faciles. Donc ça ne doit pas être des gens qui vont approuver platement. Donc il y a derrière ça l'idée de l'exercice d'une autorité qui s'impose par la supériorité, par le leadership, par la capacité d'entraîner la conviction. Donc il ne s'agit pas de trouver des gens suivistes, vous voyez. Il ne s'agit pas de trouver les godillots, comme on disait à l'époque du général de Gaulle, président. Quand il y avait une majorité qui votait automatiquement. Mais incommode, il y a l'idée de... C'est une pensée du... Je ne sais pas aller de quand elle est, mais c'est le de Gaulle jeune. C'est le 1927. Voilà, c'est le de Gaulle d'avant la guerre, de l'entre-deux-guerres, quand il commence à forger, quand il n'est pas général encore. Non. Il commence à forger sa vision. La vision de l'homme de caractère, vous avez vraiment employé le mot dans lequel, en fait, par lequel le général de Gaulle montre à quelles conditions on entre dans l'histoire. En fait, l'homme de caractère peut entrer dans l'histoire parce qu'il a cette espèce d'incommodité justement. Oui, mais je ne crois pas qu'il soit obsédé par l'histoire et qu'un encadre d'une façon un peu abstraite. Il s'agit de savoir comment diriger les pays, comment être un leader. C'est un mot anglais, bon, c'est un autre terme. Comment être un chef, quoi. L'âme d'un chef. Je ne sais pas si vous vous rappelez de sa formule, c'est dans les mémoires d'avant la guerre, quand il parle du président Lebrun, qui est un homme brillant, d'ailleurs tout à fait intelligent, mais il dit en tant que chef de l'État, il lui avait manqué deux choses, qu'il eût une âme de chef et qu'il eût un État. Donc tout est dit, c'est dit après. Et on voit bien la filiation entre cette phrase que vous avez retrouvée et la vision d'après la guerre, d'après les grands tourments. Je vais essayer de retracer rapidement votre trajectoire, Hubert Védrine. Essayons. Oui, essayons. C'est très très difficile parce que les cœurs fermes et incommodes, vous avez dû en rencontrer quand même sur votre chemin. Vous dites vous-même que petit, vous étiez un singe savant. Vous connaissiez par cœur, à l'âge de 13 ans, les pages entières d'Albert Camus que vous récitiez dans votre lycée de Bois-Colombes. Plusieurs années plus tard, vous êtes diplômé de Sciences Po, de l'ENA, et en 1973, vous retrouvez François Mitterrand, qui était un compagnon de guerre de votre père, un compagnon d'armes. En 1981, à 34 ans, vous devenez son conseiller diplomatique à l'Élysée. C'est jeune pour découvrir ce palais. Vous resterez là pendant les 2 septennats, aux premières loges, où vous étiez à la bonne place pour observer de grands bouleversements du monde et les vivre. De conseiller, vous devenez porte-parole et enfin secrétaire général. En 1997, vous voilà rappelé par Lionel Jospin pour être ministre des Affaires étrangères. En fait, au total, vous avez passé 19 ans au cœur de la machine diplomatique française, au pouvoir pendant les 3 cohabitations. Depuis 2003, vous écrivez des livres, une quinzaine déjà au compteur, avec quelques atlas, des recueils de vos articles, publiés chez Bouquin l'année dernière. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs experts des relations internationales. Vous observez, vous analysez, vous intervenez dans le débat public. Vous enseignez aussi à Sciences Po et vous animez un cabinet de conseil. Homme de fidélité depuis des années, vous êtes aussi à la tête de l'Institut François Mitterrand. Merci. Hubert Je viens de passer le relais de la présidence à Jean Glavany. Jean Glavany. Après 19 ans de bons et loyaux services. En fait, vous êtes un homme de 19 ans. Alors, c'est quoi les 19 prochains? Ça, c'est à vous de me dire. On est là pour ça. Merci de nous aider à comprendre un peu ce monde chaotique dans lequel nous vivons et surtout les soubresauts du présent. Merci Hubert Védrine. Je vous propose de m'accompagner dans notre petit salon. Hubert Védrine, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons peu de temps, mais j'aimerais vous poser une première question sur l'impact du wokisme sur les relations internationales. On a l'impression que cette idéologie venue des États-Unis a fait aussi irruption sur la diplomatie. Est-ce que vous pourriez me dire quel est son impact? Dans la diplomatie, je ne dirais pas ça, mais la question est très, très juste parce que je pense que dans l'analyse que les dirigeants autoritaires ou despotiques ou totalitaires ou anti-occidentaux portent sur l'Occident, ça joue un rôle. Pourquoi ? Parce que ça les convainc que l'Occident est en décadence, en fait. Tout le mouvement wokiste. D'ailleurs, il faudrait distinguer le wokisme qui veut dire être éveillé pour dénoncer les injustices faites aux femmes ou
ou LGBT, ou aux Noirs, etc. Et puis le fait d'empêcher les gens de s'exprimer. Ça, c'est la cancel culture. C'est une sorte de culture totalitaire. Et d'ailleurs, l'ancien président Obama s'est exprimé plusieurs fois. Il n'a pas parlé du wokisme, parce que le fait d'être éveillé pour être vigilant, ça peut se défendre jusqu'à un certain point. Mais c'est le fait d'empêcher ceux qui ne pensent pas comme ça de s'exprimer, de parler, d'éditer, d'enseigner, etc. Ça, c'est insupportable. Donc c'est la négation même de toute la culture de liberté dont l'Occident s'enorgueillit. Donc il faut bien distinguer les deux. Alors si vous mettez du point de vue d'un nationaliste russe ou chinois dur ou d'un islamiste, ils se disent c'est formidable, parce que si ce courant se développe sans frein, ça va complètement casser l'enseignement en Occident, l'enseignement supérieur, ça influence déjà les médias, le monde des grandes entreprises, il y a un wokisme capitaliste, etc. etc. Mais jusqu'à maintenant, c'est un risque, je pense, mais ils se sont trompés. Et si Poutine a pensé ça sur l'Occident, il s'est trompé, puisque l'attaque de Poutine en Ukraine a au contraire, on va dire, réveillé l'Occident, l'homogénéité et la volonté de soutenir le peuple ukrainien. Mais ça joue un rôle, par ce biais. Est-ce que ça divise un peu le monde entre ceux qui finalement sont dans le progressisme sociétal, imposent des normes, et justement dans les organisations internationales, imposent à des pays qui ne peuvent pas l'admettre des critères? Ça ne divise pas le monde, c'est une division au sein de l'Occident. Après, il y a en effet en Occident, il y a un débat aussi vieux que l'Occident, parce que l'Occident est issu de la chrétienté, donc du prosélytisme, etc. Il y a un débat entre ceux qui pensent que non seulement il faut proclamer nos valeurs, moi je le fais aussi, mais les imposer chez les autres. Et c'est là que vous êtes... C'est tout le débat sur l'ingérence. On voit que ça ne marche pas, en plus, indépendamment du fait de savoir si ça serait bien. Donc on ne va pas recoloniser le monde entier, ni réévangéliser. Réévangéliser, vous avez du mal avec ces mots. Évangéliser le monde entier en le droit de l'homisant. Bon, ça ne marche pas, vous voyez, on va dire ça aux Chinois, bon, etc. Bon, donc il faut distinguer en Occident un courant plus ou moins réaliste, même si tout le monde en Occident tient compte des valeurs fondamentales, des droits de l'homme, etc. Est-ce que ça veut dire le centre des politiques étrangères de l'Occident pour imposer le respect des droits de l'homme définis par nous aux autres? Alors on peut le penser philosophiquement, mais de toute façon, en termes de géopolitique, ça ne fonctionne pas, sinon le monde ne serait pas comme il est par rapport à ça. Donc oui, ça joue un rôle, mais en Occident. Mais est-ce qu'aujourd'hui on parle le même langage? Mais ça ne découpe pas le monde, vous voyez. Oui, mais je comprends. Parce qu'il y a une partie de l'Occident qui est réaliste. Alors les Européens ont énormément cru aux Nations Unies, la communauté internationale, le rayonnement de nos valeurs, mais les Américains le vivent plutôt à travers l'idée de leadership quand même. Maintenir le leadership américain. Ils veulent rester numéro un. Ils ne veulent pas que la Chine devienne numéro un. C'est aussi simple que ça. Parce qu'elle est en passe de devenir. Peut-être, ça dépend comment on calcule. Enfin bon, ça dépend. Les commentaires sur la Chine sont moins fatalistes sur le fait qu'elle devienne numéro un qu'il y a quelques années, depuis le long épisode Covid. Mais c'est plutôt un débat au sein de l'Occident qu'un débat entre l'Occident et les autres. C'est l'Occident qui est divisé. Donc mais fragile. Peut-être que les autres se trompent. J'espère qu'ils se trompent. Elisabeth Badinter, dans nos pages, dans le Figaro, parlait de résistance, de résister à cette idéologie. Pour vous, c'est vraiment la ligne à tenir? Je la trouve formidable. Formidable, courageuse. Elle dit des choses très justes. Et par exemple, dans l'entretien dont vous parlez, où elle parlait avec Sonia Mabrouk, une Iranienne formidable, elle disait « il faut faire attention de ne pas être aussi lâche face au wokisme qu'on l'a été face à l'islamisme ». Elle a raison. Elle a raison. Mais il faut des grandes figures. Prenez son exemple. C'est une grande figure du féminisme. Mais ce n'est pas une génération ou un courant dans le féminisme qui veut aboutir à la guerre contre les hommes. Donc c'est complètement autre chose. Donc il faut que ce soit dans chacun de ces courants qui sont devenus, dans certains cas, extrêmes ou enragés, on aurait dit à l'époque de la Révolution, 89-93. Vous voyez, c'est très bien décrit dans un livre il y a quelques mois qui s'appelle « La religion woke ». C'est une religion. Jean-François Bronstein, il montre bien comment chacun de ces courants, à la sauce américaine, parce que tout ça, ce sont des névroses américaines qui sont projetées qui nous ont été importées, qui ont été importées chez nous. Pour qu'on les accepte comme ça. Donc voilà, donc je trouve ça, elle est l'exemple même, Elisabeth Badinter, d'une forme de résistance intelligente, intellectuelle, convaincante, et qu'il faut soutenir. Mais plus profondément, vous diriez qu'il y a quand même la question des religions dans les relations internationales est-elle très prégnante? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une division entre le monde de ceux qui croient vraiment en Dieu et ceux qui veulent poursuivre leurs intérêts? Non, je ne dirais pas comme ça, parce que les religions poursuivaient leurs intérêts aussi.
Et le christianisme avait donné naissance à une église. C'est peut-être Saint Paul plutôt que le Christ, mais enfin, il y a une église qui était une sorte d'État. Et il y avait déjà depuis très longtemps donc un pape qui voulait imposer sa volonté par rapport aux royautés. Il y a le débat avec l'Empire, donc c'est très vieux en fait, c'est pas nouveau. Et le monde n'est pas découpé entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ce serait trop autre. Le monde est quand même compliqué, hein. Ce serait trop simpliste de dire ça. Mais il y a des religions qui sont prosélytes, missionnaires au sens propre du terme. D'ailleurs, catholicos, ça veut dire universel. Notre message concerne l'univers. Vous voyez ? Alors, il y a la religion chrétienne, non ? Selon les moments, plus ou moins. À notre époque, ce serait plutôt les évangélistes, on dirait. Et puis la religion musulmane, selon les moments, est plutôt... c'est pas le cas des Chinois. Les Chinois qui ont une ambition hégémonique classique en termes de géopolitique ne veulent pas convertir les autres. Ils se fichent un peu de ce que pensent les autres. C'est une question de force, d'autorité, de puissance, de matières premières, d'accès au marché, de contrôle des mers, etc. Donc c'est pas le bon critère, sauf qu'il y a tellement de critères historiques, géopolitiques, psychologiques, sans parler du ressenti, de l'humiliation et tout ce genre de choses, vous voyez. Qui est très très présente aujourd'hui. Alors il faut faire après la synthèse dans tout ça. Et nous, les Européens, on est entre les deux. Et nous, la France, on est un cas particulier. Parce qu'on est un pays particulièrement déchristianisé, même s'il reste l'idée du prosélytisme. Tous les gens des ONG qui veulent s'occuper des malheurs chez les autres sont issus de cette tradition. Ils ont oublié le lien, en fait. Mais on est un pays assez particulier. Mais ce n'est pas le seul critère. Et là, on est plutôt dans un monde où ce qui domine, c'est le compte à rebours écologique, la course de vitesse entre la détérioration des conditions de vie sur la planète et l'écologisation, premier truc. Après, en matière géopolitique, le bras de fer Chine-États-Unis. Vous voyez, le critère religieux, on ne peut pas l'oublier complètement, notamment sur les mécanismes internes aux États-Unis. Mais il n'est pas central. Je ne le prendrai pas comme une clé globale. Petit questionnaire de Proust. Pourriez-vous qualifier votre enfance en 3 adjectifs ? Mais un seul suffit, heureuse. C'est un bel adjectif. La guerre a-t-elle marqué le jeune Hubert Védrine ? Et comment ? Les récits de la guerre, par les récits de mon père et de leurs amis de l'époque qui racontaient comment ils avaient été faits prisonniers, puis évadés ou alors rapatriés pour cause de maladie, c'était le cas de mon père, comment ils étaient passés au commissariat aux prisonniers, puis après vers la résistance. Donc j'ai entendu dans mon enfance des récits de la période 39-40, 45, sans arrêt. Et puis j'ai vu des documents, j'ai vu des mots, des lettres, j'ai vu les décorations d'après, j'ai vu des faux papiers, plein de choses comme ça. Mais donc c'est un récit, c'est pas la guerre elle-même. J'ai aucun souvenir de la guerre en direct. Et ce récit était-il complet ? Ou y avait-il des ellipses de votre père ? Non, pas tellement. Avec ce que j'ai lu après pendant des dizaines d'années, c'était même, en avance sur la plupart des récits. C'était un récit de l'intérieur. Puis après, évidemment, j'ai lu tous les ouvrages classiques sur la guerre elle-même. Le déclenchement, le déroulement, la conclusion, mais c'est autre chose. Puisque la question était personnelle. Le souvenir, ce que j'ai entendu, c'est ça. Comment décririez-vous justement l'influence de votre père sur votre trajectoire, Hubert Védrine ? Elle est fondamentale au sens précis du terme, sauf qu'il est animé par aucune ambition au sens classique. L'ambition de réussir sa vie, l'ambition d'être bien, quoi, dans les événements, de faire le bien autour de soi, mais pas sous une forme niaise, vous voyez. Humble, en tout cas modeste, il ne se mettait jamais en avant. Il a passé son temps à faire des choses tout à fait extraordinaires dans l'époque dont j'ai parlé, et puis sur le Maroc, fait d'autres sujets, mais en se mettant jamais en avant. Donc c'est plus qu'une influence, c'est pas une influence directe, c'est l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi. Vous aviez l'air de dire que son charisme précédait son intelligence, qu'il avait quelque chose d'une autorité naturelle ? Il n'aurait pas aimé ce mot, parce que c'est un mot trop prétentieux, il l'aurait récusé par modestie, par simplicité. Mais il y avait un rayonnement autour de lui. D'ailleurs, encore maintenant, à l'âge que j'ai, je suis né en 1947, je peux rencontrer des gens qui me parlent avec émotion de ces années-là, vous voyez. Votre mère, vous en parlez peu. Quelle influence a-t-elle eu sur votre... Considérable sur le plan de l'éveil culturel. Parce qu'elle avait dans la maison où nous habitions, aujourd'hui on aurait une femme au foyer, même si le terme est désuet, on va dire. Elle s'occupait des enfants, des amis des enfants, il y avait une famille et beaucoup de choses autour. Mais elle était en plus artiste parce qu'elle avait été élevée dans la famille de son père à elle, qui est un grand maître verrier de Limoges, qu'on a sorti de l'oubli récemment, Francis Chigot, qui avait des choses sublimes pendant une dizaine d'années. Donc elle a vécu avec des peintres. Et il y avait un atelier dans la maison.
au deuxième étage. Parce elle avait un elle-même... atelier, elle faisait de la peinture. C'est un peu comme ça d'ailleurs que j'ai commencé moi à griffonner, à dessiner, à faire semblant de faire de la BD. Donc tout ce qui est éveil de l'œil, du regard, de la peinture, et aussi quelques grands personnages. Elle m'emmenait entendre Rubinstein, m'envoyait des choses comme ça, vous voyez. Vous avez vraiment ouvert. Éveil culturel, c'est elle, en fait. Face à quelle personnalité avez-vous ressenti une confiance sans faille? En dehors de mon père que j'ai cité, ou de mes parents, on va dire, sans faille, c'est trop dire. Parce que même des personnalités extraordinaires qui ont contribué à ma formation intellectuelle et personnelle et psychologique, comme Maurice Pinault, comme Jean Lacouture, et évidemment Mitterrand, il y a toujours quelque chose. Je suis admiratif, c'est peut-être de la vénération à certains moments, mais il y a quelque chose qui peut relever du quant à soi aussi. Une minuscule distance que j'ai quand même gardée, même dans toutes les séquences d'admiration dont je parle. Donc la confiance totale, c'était mes parents. Point. Vos racines plongent dans la Creuse, Hubert Védrine. Pourriez-vous décrire votre sensation lorsque vous poussez la porte de votre maison de famille, encore aujourd'hui? Je suis né dans une maison. Je suis dans une des dernières générations où on pouvait naître dans des maisons. Donc je suis né dans une maison de famille, une maison de vacances, dans un endroit, une commune qui s'appelle Saint-Sylvain-Bellegarde. Et la maison s'appelle Chélivet. À l'époque, enfin à l'endroit, dans la région, on dit je vais à Chélivet. On dit pas, c'est devenu un mot en soi. Bon, mais c'est la génération de mes grands-parents. Mais vous l'avez toujours, parents. Cette maison? On l'a toujours, en indivision, avec quelques cousins. Ce qui fait que quand je reviens, je suis projeté dans le passé. C'est la machine à remonter le temps, vous voyez. Mais c'est peuplé de fantômes aussi. Donc il y a un mélange. Je suis là, j'adore l'endroit, j'adore la vision autour. Les souvenirs se bousculent de dizaines et de dizaines d'années, de plusieurs décennies. Et je vis avec ces gens qui font partie de ma vie, même s'ils ne sont plus là. Donc c'est à la fois saisissant, très prenant, et il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Sinon on est englouti. Sinon le passé vous réabsorbe. Donc il faut y aller et rebondir après. Que vous inspire le monde actuel, Hubert Védrine? C'est une grande question, hein, mais est-ce que c'est du mépris, de la curiosité, de la lassitude, d'une incompréhension N'entendez rien de tout ça. Alors? Moi, j'ai découvert le monde réel, pas du tout par idéologie réaliste, mais quand je suis devenu conseiller diplomatique, vous l'avez rappelé très tôt, ça c'est vraiment une chance inouïe. À 34 ans, que Mitterrand m'a donné, m'a choisi pour différentes raisons. Enfin bon, j'ai découvert le monde réel. Je ne suis pas devenu réaliste par théorie, mais le monde réel. Qu'est-ce qu'on dit quand on est un jeune conseiller, un président qui va déjeuner 3 jours après avec le roi d'Arabie, ou qui va voir le président des États-Unis? Il ne s'agit pas de donner un avis, il ne s'agit pas de dire oui, ça c'est dégueulasse, ça c'est bien, il faudrait que... Il faut dire un truc précis. Donc j'étais projeté dans la réalité. Et donc le monde actuel ne me surprend pas tellement. Ce que je voudrais souligner, c'est le décalage extraordinaire entre ce que les Européens, qui sont plutôt gentils, les Européens contemporains, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et de l'Europe, l'avant-garde de l'humanité, l'avant-garde morale. Et puis les Occidentaux ont gagné après la fin de l'Union soviétique. Et le monde réel, qui n'est pas du tout comme ça. Ce décalage commence à se faire sentir. J'ai moins de mal à atterrir, à tomber de l'armoire et atterrir, parce que j'ai vécu là-dedans depuis très longtemps. Mais quand les gens découvrent aujourd'hui, pour prendre un tout petit peu d'actualité, qu'il y a 40 pays dans le monde représentant les 2/3 de l'humanité qui ne veulent pas condamner l'attaque de Poutine en Ukraine, qui est une évidence pourtant. Non pas qu'ils aiment Poutine, ni la Russie, ils détestent la guerre, mais ils ne veulent pas être dans notre camp automatiquement. Donc les gens découvrent ça maintenant, les Russes, les Chinois, où est-ce qu'on va, mais ça fait des années que c'est visible ça. Donc moi j'ai vécu dans ce monde réel, avant que les Européens, dans la douleur, le découvrent maintenant. D'ailleurs ma formule ancienne, gentiment polémique sur les Européens, ce sont des bisounours dans le monde du Jurassic Park. Maintenant ils sont en train d'atterrir. Vous voyez, mon regard sur le monde en 2023, même s'il y a plein de choses inquiétantes, c'est pas tellement différent d'il y a 10 ou 20 ans. Parce que j'ai jamais tout à fait cru à la mondialisation heureuse, ni à l'Europe qui répond... Au camp du bien, qui allait essaimer, qui allait... Je comprends bien philosophiquement, en disant que sur les valeurs, je suis d'accord, hein, la possibilité de l'imposer, que ça fonctionne partout, je sais que non, depuis longtemps. Dernière question, Hubert Védrine, qu'est-ce qui fait dans le fond la grande qualité d'un diplomate? Savoir négocier. La base même de la diplomatie, au-delà de la représentation, au-delà de l'influence, c'est la négociation. On ne peut pas négocier si on n'est pas capable de se mettre à la place des autres. Donc c'est une forme d'empathie, c'est quoi? Il faut une empathie, mais sans oublier ce que l'on est soi-même, les objectifs que l'on a.
Donc il faut savoir dans une négociation ce qu'on veut atteindre, ce qu'on est prêt à lâcher éventuellement, en essayant de comprendre ce que l'autre est prêt à lâcher pour voir comment ça s'emboîte. Donc c'est le cœur du métier, ça. Donc c'est pas du tout ce que les gens imaginent en termes de, vous voyez, de cocktail, de représentation. De Ferrero Rocher d'or. Cocktail soit un très bon rapport, disons, prix efficacité pour voir des gens. Et c'est ça le cœur de ce métier. Vous nous avez apporté un énigmatique personnage, Hubert Védrine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que je sais que c'est un personnage qui vous tient à cœur. Est-ce qu'il est tout à fait énigmatique? En tout cas, Ulrich, Black voilà. Mortimer, c'est Ulrich. une... Voilà, bon, moi je l'ai reconnu, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Une partie de ma culture d'enfant et d'adolescence, c'est la grande bande dessinée classique, l'école franco-belge, magnifique, à mon avis, jamais dépassée depuis, c'est-à-dire Hergé, évidemment, et Jacobs, moins connu, Edgar P. Jacobs, qui avait inventé d'abord deux personnages, le rayon U, c'était pendant la guerre, quand Flash Gordon avait été interdit par les Allemands dans l'Europe occupée, puis après il a inventé Black et Mortimer tout en travaillant un peu avec Hergé. Et dans les personnages de Black et Mortimer, beaucoup de gens vont reconnaître ça, il y a le méchant qui est vraiment un sale type, qui est contre Black et Mortimer, il monte des coups épouvantables, sans arrêt, et il échoue tout le temps. Donc c'est ce personnage. Le colonel Ulrich, qui n'est pas de colonel du tout, mais c'est comme ça. Et alors, nous avons eu l'idée, mon fils aîné Laurent et moi, il y a quelques années, je dirais, nous avons découvert que Ulrich avait existé. Donc nous avons écrit une vie d'Ulrich, à travers laquelle on traverse, disons, une grande partie du XXe siècle. Alors il était belge? Non, selon nous, il est plutôt estonien, en tout cas balte. Enfin, disons, d'une partie d'une noblesse espagnole, excusez-moi, pas de noblesse espagnole, pas de noblesse allemande, genre un peu chevalier teutonique, et faisant partie des forces qui ont colonisé les pays baltes. Donc c'est plutôt le rameau d'une ancienne petite noblesse germano-balte. Ça, c'est le point de départ, mais je ne vais pas raconter la suite. Vous avez dû beaucoup apprécier cette écriture à deux mains avec votre fils. C'est pas évident. C'est pas facile, oui. Parce qu'il y a deux... C'est stimulant, mais c'est formidable de réussir à écrire à deux, et a fortiori avec son fils. Et après, on se promène dans le XXe siècle. Et c'est une belle histoire. Donc voilà, c'est Ulrich. On va se promener ensemble dans le XXIe siècle. Venez avec moi, Hubert Védrine. Dernière question. Il existe quand même une asymétrie majeure entre les dirigeants qui aujourd'hui nous posent des problèmes. On pense à ces pays, à la Turquie, à la Chine, à la Russie, à tous ces pays qui sont aujourd'hui des pays en voie d'expansion et qui sont des pays absolument réfractaires à la démocratie. Donc ceux-là, ils n'ont pas de presse libre, pas d'opposition. Et le dirigeant démocrate, comme Emmanuel Macron, comme tous les dirigeants européens, et aux États-Unis aussi, qui ont une opinion publique à traiter. Est-ce qu'il est encore possible d'être un gouvernant dans une démocratie face à ces titans en face qui... Alors il y a la question interne et puis il y a la question externe. Sur le plan interne, je pense que c'est de plus en plus difficile de gouverner les démocraties modernes à l'âge numérique, à l'âge de l'opinion réactive, des sondages tous les 2 jours. C'est très compliqué. Donc par expérience, puisque j'ai été pendant une vingtaine d'années au cœur de tout ça, moi je suis très compréhensif, peut-être trop parfois, indulgent par rapport aux gens qui tentent malgré tout de diriger les démocraties modernes. Et la question numérique est fondamentale. C'est presque, à mon avis, incompatible, sauf si on arrive un jour à imposer la fin de l'anonymat dans le monde numérique. Je ne sais pas si c'est possible. Incompatible avec la démocratie pour vous, oui. L'ère numérique. La démocratie représentative. Parce que le monde numérique dit, moi je ne veux pas être représenté. Je ne veux pas donner mon point de vue directement. Et ça, c'est quelque chose qui fait exploser les mécanismes de la démocratie représentative. Ça, c'est tout à fait important. Puis après, il y a le débat mondial. Mais dans le débat mondial, on ne va pas reprendre le contrôle du monde. Nous, quand vous disiez on, c'était les Occidentaux. Bon, les Occidentaux ne vont pas recoloniser le monde entier. Ils ne vont pas réimposer leurs normes. Ils l'ont cru. Ils l'ont cru quand l'URSS a disparu. Donc il y a une trentaine d'années, l'URSS disparaît, et les Occidentaux, Américains en tête, disent l'histoire est finie, ce qu'on a gagné. Terminé, on a gagné. Ce sont nos valeurs qui s'appliquent partout, et si par hasard il y a quelques retardataires, on va les sanctionner, éventuellement les bombarder, mais enfin, on a gagné. Et puis on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que précisément, dans le monde actuel, il y a quand même un énorme paquet de pays qui n'aiment pas la Poutine, qui n'aiment pas la Russie de Poutine, qui aiment encore moins la guerre, mais qui ne veulent pas du tout être dans notre camp.
Alors ça nous indigne, d'autant qu'on avait cru avoir gagné. L'histoire était censée être finie. Voilà. Et en fait, c'est la réalité. Donc il faut tenir compte de ça. On est dans le... Donc les politiques occidentales en général vont devoir être très intelligentes, très stratèges, si possible kissingeriennes, on dirait, par rapport à ces pays du Global South. Alors les Occidentaux n'aiment pas cette formule parce qu'ils ne pensent pas que ce soit global, justement. Mais à nous de jouer pour que précisément ces différents pays, que ce soit l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, beaucoup de pays d'Afrique, trouvent un intérêt à continuer à avoir une relation constructive avec l'Occident, sans le rejeter en bloc. Ça dépend de nous, mais on ne peut pas les prendre de haut. On ne peut pas dire simplement vous êtes dans le camp du mal. Ça ne marche pas, ou ça ne marche plus. On est entré dans une autre nouvelle ère, hein, Hubert Védrine. Merci Depuis un certain temps, mais les gentils Européens le découvrent maintenant, mieux vaut tard que jamais. Bon, grâce à vous, en tout cas, on avance dans cette compréhension. Et grâce au monde réel. Merci Hubert Védrine d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. À très bientôt.